Sophie, tu es là? Oui. Oui. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors j'ai eu le temps de poser la question, donc on nous voit bien, on nous entend bien. Moi aussi je te vois bien, du coup, donc c'est parfait. Ouais, Euh, Petite surprise pour ce live, on n'est pas deux, on est trois. les Il y aura une trois. voix off C'est et ça. qui sera peut-être un visage même On verra tout à l'heure. tout à l'heure. Oui, on a de la C'est chance donc aujourd'hui. Donc c'est Manon qui est avec nous et Manon, elle tombe bien puisqu'on va parler des émotions des adolescents et euh, et on va parler de littérature aussi, c'est-à-dire les livres qui peuvent aider les adolescents, notamment à gérer leur stress par exemple ou encore à réguler leurs émotions. Et je vais commencer par une question qui nous a été posée. C'est quoi une émotion, Sophie? Ah, cette question, on l'entend souvent, hein. On en a tous, mais on ne sait pas comment le définir. J'aime bien dire, moi, que c'est une... Le suspense reste entier sur... Allô? On a été Oui, coupé. Tu voulais oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. pas donner la réponse en fait, Ah c'est bah ça? non, là j'ai gardé Ok, le bon bah très suspense. bien. On reste avec ce mystère, on ne sait pas Mais ce pour que mettre c'est. un peu de suspense. Ok, Alors, c'est interdit. Ok, n'en parlons pas. le Ok. sujet est tabou. Alors, une émotion. Donc, j'aime bien dire, c'est là que tu as coupé, que c'est une réaction physiologique qui vient nous indiquer si un besoin est rempli ou pas rempli. Donc, si on part sur les émotions de base, on parle de la colère, de la joie, du dégoût, de la peur et de la surprise. Voilà, les émotions généralement qui sont les émotions de base. Et puis, à partir de celles-ci, on peut avoir toute une palette émotionnelle, mais déjà, on peut partir là-dessus. Je trouve ça déjà important de se familiariser avec ça Oui, avant de vouloir. Des fois, j'ai des gens, moi, au cabinet qui sont absolument pas connectés à leurs émotions, mais qui veulent déjà partir dans la palette émotionnelle et qui veulent qu'on travaille autour de ça. Ce que je leur dis souvent, c'est déjà, c'est important d'apprendre à reconnaître ça, de tiens, là, c'est de la tristesse et de les accueillir. Là, c'est de la colère, etc. Et ensuite, on mettra des hmm, nuances, on mettra un autre vocabulaire et tout. Mais voilà, de commencer par ce socle-là, qui est déjà un socle déjà hyper oui, intéressant. bien sûr. Qu'est-ce qu'il est nécessaire d'avoir en termes d'apprentissage et comment apporter cet apprentissage aux enfants puis aux adolescents par rapport aux émotions? Et d'ailleurs, quel apprentissage aussi on peut apporter aux adultes? Tu en parlais. Mm. Beaucoup d'adultes viennent te voir et ne savent pas identifier leurs émotions, ce qui se passe en eux, les sensations aussi, associer les sensations avec les émotions. Et puis pour aller plus loin, ensuite identifier les besoins dont tu parlais. Donc, Mm. qui sont derrière justement les émotions, une émotion désagréable étant révélatrice d'un besoin qui n'est plus satisfait. Alors quel est le type d'apprentissage que nous pouvons avoir à la fois en auto-apprentissage, si on veut le faire par soi-même, en autonomie, et puis accompagner si besoin. Alors oui, psychologue évidemment, hein, ça évidemment, mais qu'est-ce qu'on peut faire sinon à part ça? Euh, c'est de commencer par la base, déjà d'arriver à se familiariser avec ces émotions-là. On peut tous, ça, je trouve ça intéressant, des fois je le propose à mes patients quand c'est vraiment, elles sont pas du tout connectées à leurs émotions, c'est déjà de se mettre une alarme une fois par jour, ou deux fois par jour, ou trois fois par jour, enfin vraiment selon ce qui est possible. Et juste, hop, pause, bah tiens, qu'est-ce que je ressens là tout de suite de prendre le temps de sentir, en fait, une émotion, on a besoin de prendre le temps de sentir. Et de se dire, bah alors, qu'est-ce que je ressens tout de suite? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a un fond de colère? Des fois, c'est gros Hmm. et des fois, c'est tout petit. C'est pas grave. Et donc, on peut des fois sentir, bah, je suis juste un tout petit peu triste. Et c'est OK, en fait. Il n'y a pas besoin que ce soit gros Oui, pour être entendu. Et quand on fait ça, on est plus en contact avec soi-même et puis on peut juste se dire, bon, d'accueillir notre émotion, de se dire, bah, j'ai de la tristesse, par exemple, j'ai le droit d'avoir de la tristesse et c'est OK. Juste en faisant ça, on met des mots sur notre émotion et ça nous permet déjà de la digérer un peu plus. Alors que sinon, on accumule. C'est comme, je sais pas, moi, j'aime bien comparer les émotions à la soif ou à la faim. Si on a soif et qu'on écoute notre soif, ah bah tiens, là, je prends le temps, je fais une pause. Comment je me sens dans mon corps? Ah bah j'ai soif. Ok, je oui. prends le temps d'aller boire un verre d'eau. Du coup, bah notre soif va passer. Ou tiens, là, j'ai soif, mais j'ai pas la possibilité de boire tout de suite. Et ben alors, je me dis que quand j'en aurai fini ça, je vais aller boire tout de suite. Donc là, Mhm. j'écoute mon besoin. Mais si je l'écoute pas, ce besoin-là, si je fais pas de pause, si j'enchaîne tout, je vais pas écouter que j'ai soif. Et je vois des gens comme ça, hein, qui n'écoutent pas du tout leur soif et qui sont hyper déshydratés en fin de journée. Alors la soif va grandir, grandir, grandir.
et notre besoin physiologique finalement va se mettre à crier pour se faire entendre. D'accord. Donc vraiment, moi, ce que je conseille comme point de départ, c'est juste ça, se mettre une alarme une fois par jour et se dire, mais qu'est-ce que je ressens là tout de suite, en fait? Même si c'est tout petit. C'est pas grave, c'est pas parce que c'est tout petit que c'est pas Oui. légitime. Et même si on n'a pas de vocabulaire, on peut se dire, bah là, je sens une émotion désagréable, je sens une émotion agréable. Oui, Ça suffit déjà pour commencer. oui, complètement. Est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est désagréable déjà? Juste Oui. ça. Oui. Est-ce que ça ressemble à un peu de colère ou est-ce que ça ressemblerait un peu à la tristesse? On n'est pas obligé de mettre le mot exact, on s'en fiche. C'est juste, Tout à fait. comment c'est en fait? C'est de quelle couleur ça? Peu importe, on peut s'y prendre de différentes manières selon ce qui parle à chacun. Oui. Et d'écouter aussi, si on y arrive. Alors ça dépend des personnes. Il y a des gens pour qui c'est plus facile d'écouter le corps plutôt que l'émotion, enfin de reconnaître. Pour d'autres, pour qui ça va être vraiment après, une fois que la personne va arriver pendant 2-3 semaines à sentir l'émotion. Après, on peut rajouter où est-ce que vous le ressentez dans le corps. Mais souvent, voilà, c'est plutôt dans un second temps. Et ça, c'est hyper intéressant de se dire, bah alors est-ce que je le ressens au ventre, au dos, toutes les expressions-là, j'en ai plein le dos, j'ai le ventre noué, j'ai la gorge serrée. Enfin, ça parle de nos émotions, tout ça. Et donc de repérer où c'est aussi, et ça aussi, c'est hyper intéressant parce que ça nous donne des choses en plus, des indications en plus sur le besoin à remplir derrière. Oui. Et j'imagine que tu fissures les masques quand les personnes arrivent, ou elles les fissurent elles-mêmes, parce qu'on porte des masques qui sont socialement acceptables, notamment, bah, on ne doit pas pleurer en public, on doit peut-être réprimer notre colère, parce qu'en fait, on a peut-être une association entre ces émotions exprimées et un jugement qui va dire c'est pas acceptable en fait. Or, il y a des moyens aussi d'exprimer la colère de manière pacifique en fait. Enfin, on peut très bien ne pas être malveillant, en tout cas agressif lorsqu'on exprime de la colère. On peut le dire, là, je ressens de la colère. Tout simplement avec fermeté, et cette colère peut justement nous permettre de nous affirmer. Donc c'est bien aussi de donner cours à cette colère sans agresser autrui en lui disant c'est toi qui m'énerve, ou ce genre de formulation. Et je parlais de masque parce que et on va parler tout à l'heure justement de l'accompagnement des adolescents, mais beaucoup de parents et d'adultes ont du mal à exprimer leurs émotions, à les identifier, n'ont même pas ce droit, ne se sont pas donné ce droit d'exprimer ses émotions, et finalement, tacitement, n'ont pas non plus donné ce droit à l'enfant, puis à l'adolescent, et puis l'adulte qui va grandir va non plus pas avoir ce droit tant qu'il n'aura pas pris conscience que ce droit-là ne lui a pas été donné, et qu'il peut se le donner. J'ai le droit de ressentir des émotions, et j'ai le droit de comprendre ce qui se passe, et j'ai même besoin de comprendre ce qui se passe derrière l'émotion, parce que ce sont comme des indicateurs sur un tableau de bord, donc la voiture, si l'essence s'éclaire, à un moment ça va s'arrêter quoi. Donc il vaut mieux qu'on sache de quoi il s'agit. Si on n'écoute pas, ça va continuer de crier, ou alors ça va s'arrêter, comme la voiture. Au bout d'un moment, la machine s'arrête. Exactement. Donc on est obligé d'écouter ça en fait. Enfin, sinon ça sort d'une manière ou d'une autre. Soit on l'intériorise et ça va sortir par le corps, soit le truc. Moi j'entends souvent j'ai pété un câble. J'entends des gens qui viennent me voir qui me disent moi je ressens pas d'émotion. Par contre, des fois, je pète des câbles. Oui, c'est ça. C'est parce qu'ils ont accumulé les émotions, qu'ils les ont pas écoutées. Du coup, hop, ils sont partis à un moment donné dans le trop, et c'est là que que ça nous déborde dans ces moments-là. Donc, plus on écoute au fur et à mesure, moins on va être dans ces comportements-là où on va péter un câble. Oui, tout à fait. Très, très, très souvent. Et on l'entend aussi beaucoup chez les parents d'ados. Ah, il a pété un câble encore. Ou chez les ados eux-mêmes, qui disent que leurs parents pètent des câbles aussi. Oui. Ils ont le seum, quoi. C'est ça. Justement, on peut poser la question à Manon, est-ce qu'elle connaissait ces émotions? Est-ce qu'elle connaît les émotions de base, et est-ce qu'elle a l'habitude de les exprimer? Qu'est-ce que t'en penses, Manon? J'ai l'habitude de... En fait, tu peux te montrer si tu as envie, juste si tu as envie. C'est vraiment... c'est comme tu veux. Tu peux te montrer si tu veux. Ou pas. Oui, d'accord. Allez. Donc Manon, je précise, Manon j'ai la chance d'accueillir Manon cette semaine en stage de 3e. D'accord. Au cabinet pour toute la semaine. Bonjour Manon. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. Pour répondre à votre question, moi en tant qu'adolescente, en fait, je parle au nom de tous les adolescents, on ressent beaucoup de choses, et beaucoup de choses en même temps en fait. Que ce soit des mélanges en fait, des fois c'est des mix, et des fois on peut être triste tout en étant en fait heureux, parce que
on se dit juste, bah, certes, je suis triste pour cette personne, imaginons, mais finalement, je suis heureuse parce que finalement, cette personne va partir, mais elle va commencer une nouvelle vie, par exemple. Donc, forcément, bah, nous, on est des êtres humains, donc forcément, on ressent des émotions, comme tout le monde. Mais en tant qu'adolescent, c'est vrai que ça peut être difficile de les gérer, de les contrôler et d'en parler surtout. Ça, Ouais. parce que des fois, ça peut être considéré comme une honte de montrer ses émotions, surtout avec l'école, le collège, le lycée et les gens qui nous entourent. Bien Et sûr. on peut des fois ne pas se sentir compris. D'accord. Je peux te tutoyer? Bien sûr. Alors, ce que tu décris a été démontré aussi scientifiquement, le fait d'avoir plusieurs émotions comme ça qui arrivent. Alors, je suis très content que tu puisses prendre la parole sur le sujet. Et justement, j'imagine que quand plusieurs émotions arrivent en même temps, ça doit être difficile pour toi de pouvoir faire le tri, de pouvoir. Qu'est-ce que tu ressens au niveau de ton corps? Qu'est-ce que tu ressens en fait quand c'est comme ça? Est-ce que tu arrives à réfléchir quand tu as ces plusieurs émotions comme ça qui arrivent? Euh, Moi, j'ai de la chance, je contrôle plutôt bien mes émotions, ça va, au quotidien. Mais c'est vrai que des fois, quand j'ai un surplus d'émotions, juste je me sens comme ça et juste je me dis, bah, je vais reculer et je vais m'arrêter un instant. Parce que, en fait, des fois, je m'énerve contre les autres et bah, les autres, ils ont rien fait pour mériter ma colère finalement. Mais juste, ils sont là à ce moment-là, enfin, voilà, ils sont là à ce moment-là. Mais bah, par exemple, comme Sophie, tu l'as dit, euh, péter un câble, par exemple, quand je pète un câble, moi, par exemple, j'ai tendance à m'énerver, du coup, mais vraiment très facilement, et du coup, à crier, parce que c'est direct mon point d'attache si je me montre pas, je vais pas être entendue. Si je montre pas que je suis énervée, je ne vais pas être entendue. Et donc, j'ai tendance à faire ça. D'accord. Et donc, tu te sens complètement débordé quand c'est comme ça et tu peux pas faire autrement. C'est une sorte de réaction automatique en fait quand C'est tu ça. cries. Tu peux pas la, C'est ça. tu peux pas t'empêcher en fait de ça. C'est Alors Sophie a dû t'expliquer les cris peut-être. Ça te permet de faire baisser ton stress. Donc c'est quelque chose de naturel aussi. Sophie, tu confirmes? Oui, complètement. Bah, c'est moi, peut-être bien pour un champ, je sais pas. On va essayer de se mettre comme ça. Oui, oui, c'est naturel et ça permet de décharger le stress. Ça nous permet de nous apaiser, en fait. Hein. On enlève toute la tension. On voit bien quand on est en colère, Hmm. comme on est tendu. Et donc, ça nous... Ah, il y a quelque chose qui sort. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on propose souvent aux enfants, de jeter des choses, de jeter des coussins ou de piétiner, parce que ça décharge. Il y a vraiment Bien la sûr. décharge émotionnelle. Donc, crier, c'est une façon, bah, c'est comme la cocotte minute, hein. Hop, Oui. soupape. C'est une façon de décharger, voilà, de se détendre, en fait, tout Oui. simplement, disons-le comme ça. Comme Et pleurer, c'est la même chose, hein, ça a la ouais. même Et fonction. tu confirmes par rapport à Manon le fait que les ados sont plus propices à ça, le fait de ressentir plusieurs émotions en même temps et justement du point de vue cognitif, c'est difficile de pouvoir se raisonner et de pouvoir C'est dire ça. bah non mais c'est rien, ou de faire le tri justement sur ces émotions qu'ils ressentent. Oui, exactement, c'est ça. Et ça, je trouve ça vraiment important de pouvoir communiquer autour de ça. Les ados ont cette particularité d'avoir une partie de leur cerveau, la partie émotionnelle pour simplifier, qui est à peu près mature, mais la partie qui gère l'émotion ne l'est pas. Alors, ce qui fait qu'il y a une espèce de décalage dans une intensité émotionnelle forte, aussi forte que pour les adultes, mais c'est une impossibilité de les gérer comme nous on peut le faire. Encore que Oui. même nous en tant qu'adultes, parfois, on n'y arrive pas toujours. Donc on peut imaginer pour eux qui sont pas équipés cérébralement pour, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, je trouve ça intéressant aussi bien pour les ados de le savoir. En fait, c'est pas, Mhm. ça va évoluer petit à petit, ça va changer, ça va être de plus en plus facile, par exemple maintenant, de contrôler ça. Mais voilà, c'est pour moi vraiment important pour les parents de savoir ça en fait. Oui. Hein. C'est le cerveau est adulte à 25 ans à peu près, à peu près. Il y a du temps. Manon, lorsque ça t'arrive, est-ce que tu as parfois la chance d'avoir quelqu'un à côté de toi qui te dit je suis là, je t'écoute? Oui, moi, je suis entendue. C'est pas le cas de tous les adolescents, et D'accord. ça, je comprends pas. Mais moi, j'ai la chance d'être écoutée par ma mère, notamment, qui, comme moi, elle a eu, quand elle était adolescente, elle a eu beaucoup de mal à gérer ses émotions et surtout à être entendue. Donc, elle veut le meilleur pour moi et surtout que je me fasse entendre. Donc, elle est très, elle est là
quand elle voit que je vais pas bien, elle va directement vers moi et elle va se poser et elle va me demander qu'est-ce qui va pas. Et même quand je suis énervée, elle me dit, bah là maintenant tu cries parce que t'as plus d'arguments pour être pour être énervée. Donc moi je vais pas te crier dessus parce que ça ne sert à rien. Et tu vas redescendre en fait parce que ça ne sert à rien de s'énerver pour ça maintenant. Et c'est comme ça. Du coup j'ai la chance du coup d'être écoutée. Donc ta mère donc t'offre ceci, ça t'écoute, et pas forcément des conseils, c'est juste parfois être présente à côté de toi et puis te demander comment tu te sens, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et donc tu Ça, te sens en sécurité à ce moment-là, quoi. Oui, je me sens en sécurité, mais partout où je vais. Parce que des fois, je vais dehors, dans la rue, et des fois, je sais même pas où est-ce que je vais. Et je sais juste que ma mère, Je peux dire maman, hein, y a pas de problème. que ma mère est présente et qu'elle me dit, bah, si t'as le moindre souci, si tu te sens pas bien ou quoi que ce soit, tu peux m'appeler dans tous les cas. Et je sais que que maman est présente. Et donc, je me sens totalement en sécurité, tout en D'accord. étant libre de faire mes choix et en vivant, en fait. Oui. Et lorsqu'elle n'est pas dans les environs, tu penses à ceci et ça t'aide aussi à t'apaiser lorsque tu ressens des grosses émotions? Oui. Oui? Parce que, D'accord. oui. Parce que, euh, moi, je suis quelqu'un de très émotif. J'ai tendance à montrer mes émotions, justement. Et à les montrer, justement, c'est une force de montrer ses émotions, surtout en tant qu'adolescent. Mais c'est vrai que quand je suis loin de chez moi et de mes parents, du coup, et que je me souviens de me dire que ma mère n'est peut-être pas là, n'est pas présente physiquement, mais je peux quand même compter sur elle. Et ça, c'est une très Oui. belle illustration, je me permets. Je t'en C'est une prie, très belle Sophie. illustration. C'est pas grave, on peut continuer le live avec Manon, hein, mais ok, très bien. Je me Si tu permets, insistes bon, pour parler, je t'en prie, vas-y, écoute. c'est extrêmement intéressant, Oui, c'est super intéressant. et Ouais, ouais. puis, Merci beaucoup, Manon, pour ce que tu viens de dire. Vas-y, Sophie, fais le décryptage, mais c'est effectivement très précieux. Oui, oui, c'est précieux parce que ça nous montre, enfin, c'est une très belle illustration d'un attachement oui, sécure. Ça, c'est ce truc-là de m'annoncer dans ce qu'elle nous décrit que sa base est présente, donc elle pourra toujours revenir à sa base qui est là, elle nous décrit sa maman qui sera en capacité d'écouter ses émotions, d'accueillir ce qu'elle ressent. Euh, donc elle sait qu'elle a ça, du coup elle peut se permettre de se sentir libre d'expérimenter à l'extérieur. Et ça c'est une très belle illustration de l'attachement sécure où voilà plus on va sécuriser les enfants comme ça, ou les ados, plus ça les autonomise. Et ça, je oui, le dis souvent aux parents qui ont peur souvent que ça soit l'inverse. oui, Non, plus on va sécuriser aussi bien nos petits que les ados, plus ils seront autonomes et ils expérimenteront et se sentiront en confiance dans le monde extérieur. Donc tout à ça, c'est fait. extrêmement. Mm. Est-ce que Manon est lectrice? Est-ce qu'elle lit des romans, notamment? Oui, moi je lis beaucoup parce que Tu lis beaucoup? oui, je lis beaucoup au quotidien. C'est pas rare que des fois ma mère rentre dans ma chambre et qu'elle me voit lire en fait, parce D'accord. que bah, j'ai beaucoup de livres chez moi et j'ai de la chance d'avoir des parents qui lisent eux-mêmes beaucoup. Donc moi-même je lis beaucoup et depuis très longtemps en fait. D'accord. Et puisque j'aime créer et j'aime imaginer, bah les livres ça m'apporte un certain confort et aussi me dire ça c'est dans mon imaginaire, mais je le vois comme ça. Et peut-être que bah les autres le verront pas comme ça, mais moi je le vois comme ça. Et oui, du coup je lis beaucoup. Tu dirais que c'est aussi un havre de sécurité, la lecture, pour toi? Oui, Ok. Est-ce que tu y moi as, oui. est-ce que tu y as appris également du vocabulaire des émotions, par exemple? Est-ce que tu apprends à mieux comprendre aussi? Parce que je sais pas quel type de lecture tu fais. Est-ce que c'est plutôt fantastique? Est-ce que qu'est-ce que tu lis plutôt comme livre, comme Euh, roman, par exemple? non, moi c'est souvent très terre à terre. C'est souvent en fait ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est vrai que euh, quand je lis, je ressens très bien les émotions. Parce que même moi, des fois, je lis quelque chose qui me rend triste et des fois, je pleure comme ça Mm. et c'est comme ça. Mais c'est vrai que du coup, puisque je ressens beaucoup de choses,
en lisant. Et du coup, j'ai appris du vocabulaire. Et du coup, ça m'aide dans mon quotidien à mieux m'exprimer. Et lorsque tu pleures en lisant, est-ce que, par exemple, tu fais le lien avec un événement que tu as pu rencontrer et peut-être une tristesse que tu n'as pas pu exprimer auparavant, et justement la lecture te sert également à ça, à libérer cette émotion? Alors, t'es pas obligé Euh, de répondre, c'est un peu compliqué pour de se rendre compte, disons, d'avoir conscience de ça. Mais si jamais, peut-être un jour, tu as eu une journée difficile et tu as lu une partie du livre où il y a eu telle émotion exprimée, est-ce que ça t'a permis justement de pouvoir libérer cette émotion chez toi, qui était liée à ta vie, du coup? Et alors, pour le coup, oui, c'est dans les moments de grande frustration ou de tristesse, des fois même de la jalousie et de la hmm, honte, j'ai tendance à me réfugier dans les livres et à me former dans une bulle, en fait. Après, c'est vrai que quand je lis quelque chose de triste, du coup, je mets en lien ça avec un événement passé que j'ai déjà ressenti ou quelque chose enfin, j'essaye de le mettre en lien d'accord, pour mieux comprendre déjà ce que le personnage ressent. Et moi-même, du coup, ça me permet d'extérioriser ce que je ressens et de mieux comprendre. d'accord. Merci beaucoup. Tu Bah, sais de que tu n'es rien. pas obligé de répondre aux questions. Tu as le droit de dire non si tu ne sais pas de répondre à une question. J'ai oublié de te le dire au début. C'est basé vraiment sur le consentement, hein, Oui, cet échange. on en avait parlé juste D'accord. avant. Ok. C'est pas plus Merci, important. merci beaucoup, Manon. De rien. Oui, C'est intéressant très de voir comme intéressant. Ouais. on peut faire justement participer aussi bien à étoffer le vocabulaire justement associé aux émotions, mais aussi à faire catharsis, Mhm. faire sortir les émotions. Mhm. C'est super. Et aussi, qui peut aussi servir de refuge, de bulle. Alors pour certains, ça va être ça, d'autres, ça va être le sport, peu importe. Chacun doit trouver sa façon de s'y prendre. Mais ça, c'est valable aussi pour les adultes. Hein. On a chacun nos petites choses comme ça qui nous font du bien quand on se sent pas bien. Oui, Euh, et c'est intéressant de pouvoir bien se connaître aussi par rapport à ça. tout à fait. Et on en vient au sujet que je souhaitais aborder dans ce live. On en a discuté un peu avant. C'est ces rapports de force qu'on peut avoir avec les ados, des rapports de force qui sont parfois inscrits dans l'histoire de nos relations avec notre propre histoire parfois, parce qu'on a eu des relations conflictuelles avec nos propres parents, mais aussi parfois une relation qui vient de l'enfance, c'est-à-dire qu'on a été dans des rapports de force avec notre enfant, on a parlé de crise, et on revient sur une crise de l'adolescence, donc forcément il y a quelques réflexes un peu qui reviennent. Le fait de replacer, et tu me dis si cette approche est correct ou pas, le fait de replacer les émotions au centre de nos interactions permet de développer notre empathie, de nous connecter justement aux adolescents et d'éviter le plus possible ces rapports de force, parce qu'à partir du moment où on comprend que un adolescent n'a pas pour intention de nous blesser, n'a pas pour intention de s'opposer, mais en fait est en train de vivre son émotion et est dépassé par son émotion, ben on se dit, ben là, on est plus en tant qu'accompagnant, accompagnateur, on va dire, de cette émotion, plutôt que comme arrête de ressentir ceci, arrête de me chercher, etc. Ouais, exactement. C'est ce qu'on en parlait juste avant, justement, avec Manon. Euh, je lui ai expliqué, moi, que j'avais beaucoup de parents qui me disent, mais il le fait exprès, il me cherche. Ça, c'est valable pour les petits, et j'entends beaucoup ça chez les parents d'ados aussi. Et justement, on en parlait, elle me parlait de ce qu'elle a pu observer elle aussi, et c'est, comment dire, plus on va aller du côté de comprendre l'autre, c'est-à-dire soit on se dit que, pardon, on considère notre ado comme un empêcheur tourne en rond et attention stéréotype parce je fais cette parenthèse là, mais si on se dit de toute façon il est ado donc c'est normal qu'il claque la porte, c'est normal qu'il crie et tout. Du coup on va pas aller s'intéresser à ce qu'il est en train de vivre. Et si l'ado du coup se braque aussi, de toute façon mon parent ils s'en fichent de ce que je lui raconte et ça je l'entends souvent de la part des ados. De toute façon ils s'en fichent, de toute façon il ne comprend pas. Du coup il va soit se fermer, soit être en lutte contre son parent. Et du coup ça crée juste des rapports de force. Oui. Et dans ce cas-là, on n'arrive pas à se parler. Tandis que c'est vrai que Emmanuel le décrit très bien quand elle parle de sa maman qui l'écoute et qui donc c'est vraiment d'arriver à se dire il crie, il me crie dessus ou il claque la porte ou je ne sais quoi.
bah peut-être qu'il est juste mal et qu'il n'arrive pas à se réguler en fait. C'est pas juste qu'il veut m'embêter ou qu'il le fait exprès ou que et juste déjà d'arriver à changer de regard et de se rappeler aussi de sa propre adolescence. Là aussi, j'en parle souvent avec mes patients. Je leur dis souvent, mais c'était comment pour vous, ado? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de claquer une porte, par exemple? Et des fois, ils se remettent et ils se disent, ah oui, c'est vrai. Ah bah, je comprends mieux du coup. Et des fois, on a juste besoin de changer d'angle comme ça. Ouais. Et c'est intéressant de chacun s'interroger là-dessus. Vraiment avec beaucoup d'empathie envers soi-même aussi. Hein. C'est pas facile non plus d'être avec des ados qui crient ou qui. Il s'agit pas non plus de se dire ah bah c'est simple. C'est pas simple, non. Mais disons que nous en tant qu'adultes, comme on le disait tout à l'heure, on est équipés cérébralement parlant pour, alors que eux, ils ont encore besoin de nous, quoi. Mhm. Et donc cette approche que tu cites là sur en partant de l'émotion est hyper intéressante de pouvoir tout simplement, parce que décrivait Manon très bien, hein, de oh là là, je vois que là tu cries, que t'as plus d'arguments, ok, pose-toi et essaie de m'expliquer qu'est-ce qui va pas en fait. Ça marche beaucoup mieux que d'aller dans la confrontation. Oui. Et ne pas hésiter aussi à différer, hein, si jamais l'adolescent est vraiment complètement débordé par son émotion et que le parent lui-même est en train de monter dans les tours parce qu'il y a une contagion émotionnelle en voyant cette colère. Il va aussi lui aussi déclencher une colère chez lui. Il vaut mieux s'isoler un peu en tant que parent, respirer et ensuite peut-être même proposer à l'adolescent quand tu ressentiras un peu plus de calme et que moi je me sentirai ok, on pourra discuter à ce moment-là. On n'est pas obligé de réagir. En fait, la réaction est un danger dans ces cas-là. On peut faire une pause et c'est l'adulte qui va peut-être pouvoir le faire parce que effectivement, du point de vue du cerveau, il peut le faire, bien que bon, l'état de fatigue, etc., peut l'empêcher d'avoir ce type d'approche aussi. Mais en tout cas, il est plus équipé du point de vue structurel, on va dire, pour ça. Faire une pause et dire, on discutera, et parce que là, on va dire des choses qui vont dépasser nos pensées. On va se blesser, en fait. Et donc, mieux vaut, se mettre un peu à l'écart et puis se retrouver notre calme, en fait, et puis ensuite parler un peu plus posément. L'idéal étant que le parent propose une écoute. Oui. Parce que souvent, le problème, il est là, c'est que le parent lui-même est en déficit d'écoute, lui-même. Parce qu'il ne s'est pas offert de l'empathie, parce qu'il n'a pas demandé autour de lui à être écouté, et donc il s'attend à ce que l'adolescent l'entende et l'écoute. Or, ça ne marche pas comme ça, en fait. Enfin, ça pourrait, hein, l'idéal. Mais oui, ce que je vois souvent dans la vraie vie, c'est une bataille entre les deux, en fait, hein, où tout le monde personne s'écoute, en fait. Voilà, personne s'écoute. Ouais, tout à fait. Mais s'écoute au sens profond du terme, en fait. C'est pas qu'une écoute, c'est vraiment une écoute émotionnelle et une offre d'empathie, en fait, grosso modo. Hein. C'est ça dont on parle aujourd'hui. Et ça c'est un entraînement qu'on peut avoir en tant que parent et déconnecter toutes ces croyances que tu évoquais, hein, les croyances de l'adolescent opposant, l'adolescent qui fait exprès, et le fait de revisiter notre propre adolescence peut nous amener à dire, en fait, à ce moment-là, moi aussi, j'ai claqué la porte. Mais en fait, j'aurais juste aimé être écouté à ce moment-là, comme disent que c'est difficile pour Te moi. ramener là, te dire, mais qu'est-ce que je ressentais quand je claquais la porte? Est-ce que c'était pour embêter ma mère ou pour mon père? Ou est-ce que c'était parce que j'étais mal, en fait? Oui. La plupart du temps, c'est parce qu'on était mal quand on l'a fait. Donc, c'est important de se rappeler ça et de se poser cette question je trouve ça très juste ce que tu dis mais quel était mon besoin là? Et certainement pas d'avoir un adulte qui me crie dessus. C'est ça. Et puis, il y a le besoin d'autonomie. C'est-à-dire qu'on a tendance en tant que parent à se dire c'est mon ado, donc il y a une notion de possessivité et une notion aussi de contrôle. Or, les adolescents sont sur la rampe de lancement pour l'autonomie totale. Et du coup, ce qu'ils souhaitent, c'est surtout qu'on les considère pour ce qu'ils peuvent apporter et qu'ils soient contributeurs dans la solution et non plus exécutants, obéissants. Donc là aussi, c'est important de se dire, tiens, on peut coopérer plutôt que de penser obéissance et contrôle. Et il y avait un exemple je sais pas si tu connais Emmanuel Piquet, donc qui est une thérapeute qui est notamment formée à l'approche Palo Alto, qui parlait de faire un 180 degrés justement et de se dire, par exemple, un adolescent qui n'arrête pas de rentrer en retard de soirée parce que le parent n'arrête pas d'essayer de le contrôler et de dire tiens encore en retard, etc., etc. Plutôt que de faire ça, changer d'approche, faire un virage à 180 degrés et dire voilà, en fait, je suis super inquiet parce qu'il peut se passer ça, et c'est tout. Pas obligé à rentrer à telle heure, pas exiger des choses, pas traquer, pas faire la police, on va dire, tout ça, mais rendre cette responsabilité à l'adolescent. C'est pas du laxisme, c'est juste responsabiliser, donc exprimer ce que nous ressentons et peut-être rappeler effectivement les règles qu'on a établies
en communauté, Mm. mais en tout cas pas jouer sur le contrôle excessif, justement la privation de liberté, voire même la punition, parce que l'adolescent se sent effectivement vexé et ses besoins ne sont plus satisfaits en termes d'autonomie, de connexion, de coopération, parce que c'est un besoin aussi de coopérer hein, et de se sentir utile. Et là, au moins, on replace un nouveau rythme en fait dans l'interaction avec un adolescent, une responsabilisation qui est donc propice à cela, et même le parent se sent mieux parce que avoir cette optique de contrôle tout le temps, c'est une tension énorme. Et puis ça surtout, marche pas. et surtout voir que ça ne fonctionne pas, c'est une frustration énorme. Donc forcément, ce sont des situations qui sont explosives potentiellement, parce on attend toujours la goutte d'eau qui va, ou alors l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres, quoi. Et donc là, il vaut mieux temporiser et recentrer sur les émotions, les besoins, les règles, la coopération, etc. Si le parent parle de son émotion, effectivement, je suis inquiet parce que tu rentres tard. L'ado, il se sent considéré là, il se sent aimé. En fait, mon parent s'inquiète. C'est pas la même chose que mon parent me contrôle. Et ça ouvre. C'est vraiment de toujours prendre soin du lien. En fait, j'insiste là-dessus, mais de se rappeler voilà. Je trouve ça tellement dommage quand je vois des situations où je vois les deux en confrontation. C'est vraiment de se rappeler que à la base, voilà, c'est un enfant de se rappeler aussi de reprendre tout le cheminement et de se dire mais à partir de quand c'est devenu comme ça. Oui. Et c'est vraiment tout ce jeu et c'est pour ça que c'est important qui est à la fois une considération et des limites tout en c'est vraiment ce jeu, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre sécuriser, et maintenant je trouvais l'illustrer à merveille, sécuriser et laisser expérimenter. Ils ont besoin des deux. Et c'est souvent à cet endroit-là, et j'insiste beaucoup là-dessus, à cet endroit-là qu'il y a malentendu. C'est pas parce qu'ils ont besoin d'être sécurisés qu'on doit les prendre pour des enfants. C'est pas parce qu'ils et c'est la même chose aussi dans l'autre sens. C'est pas parce qu'ils ont besoin d'autonomie qu'on ne doit plus les sécuriser. Ils ont besoin des deux. Et c'est vraiment d'arriver à jouer avec ça. Alors c'est subtil, c'est pas facile. Des fois on n'y arrive pas, des fois on y arrive bien, c'est pas grave, mais en tout cas de l'avoir toujours en tête qu'ils ont besoin des deux. Et je pense, enfin je vois très clairement dans mes consultations qu'à partir du moment où on arrive à mettre un peu des deux, alors généralement l'ado se sent considéré, compris, et ça se passe mieux. Que les choses soient claires, les ados ont besoin de leurs parents. Bien sûr. D'ailleurs, nous sommes tous interdépendants et nous, en tant qu'adultes, nous avons besoin également de la présence d'autres adultes. Donc cette interdépendance est valable toute la vie. Oui. Donc voilà, parce qu'après on peut avoir cette peur du parent de se dire, parce qu'en fait on a une connotation par rapport à la dépendance et à l'interdépendance en se disant bah ça y est, il a sa liberté, je vais plus le voir, etc. Donc il y a une peur aussi de l'abandon, du rejet, il y a pas mal de peurs qui peuvent intervenir. Mais non, en fait non, ce lien, c'est ce dont tu parles, il est là. Et même si ensuite l'adolescent va faire ses études supérieures, etc., le lien il est là. Et il est à portée d'un téléphone lorsqu'on va l'écouter à quelques kilomètres de distance, ou alors il est en direct quand on va se poser à côté de lui, dans la même direction et pas en opposition. Donc ça s'asseoir à côté de lui et pas en face de lui, qui peut être un moyen d'avoir aussi, voilà, c'est important la posture et de discuter en disant voilà, je vois que il y a quelque chose qui semble te tracasser. Est-ce que tu veux en parler? Tout simplement. Je vois que ça va pas en ce moment, et on peut en parler. Si l'ado dit non, bah, de pouvoir dire, bah oui, mais c'est ok. Mais en tout cas, sache que si tu as besoin, je suis là. Oui. Juste ça, des fois, ça suffit pour que ça aille mieux, quoi. Déjà juste parce que l'ado va se sentir entendu. Des fois, il n'y a même pas besoin d'en parler, mais juste de savoir qu'on peut en parler, alors ça change beaucoup de choses. Exactement. Et attention à nos peurs qui peuvent aussi transpirer, qui peuvent aussi se projeter. Si l'adolescent dit que bah en fait non, ça va. Et bien en fait on le croit, mais on laisse cette porte ouverte en disant bah ok, et ben si tu as envie de parler un peu plus tard ou quand tu veux, ben c'est ok quoi. Voilà, tout simplement. Laisser des portes ouvertes, pas des portes fermées. Merci beaucoup. Mais ça c'est plus symbolique aussi, hein, du coup le coup des portes. Hein. Mais bon, les portes fermées, c'est pour l'intimité, donc ça c'est ok aussi. Attention, hein, n'interprétez pas. Alors, on a eu un commentaire intéressant parce que, en effet, il y a une reproduction du schéma d'attachement à l'adolescence. D'ailleurs, le schéma d'attachement, il est tout le temps valable, y compris quand on est en couple. Hein, donc, et un parent avec qui l'adolescent va sentir un lien sécure, donc va avoir en ce parent une figure d'attachement, va être plus à même de pouvoir libérer ses émotions en face de ce parent, ou avec ce parent, mais pas contre le parent. Donc, en effet, un adolescent peut exprimer une colère parce que la colère, elle a
elle est née peut-être dans la journée ou même dans la semaine ou quoi que ce soit, et elle a besoin de sortir à ce moment-là. Et elle a besoin de sortir dans un environnement où eh ben, l'adolescent se sent en confiance et en sécurité, donc en face de cette figure d'attachement. Donc, on peut dire que c'est presque un cadeau. Alors oui, c'est pas simple de pouvoir assister à une colère de quelqu'un. C'est difficile de voir cela. C'est même une violence aussi pour beaucoup de voir ce type de colère s'exprimer. Mais il faut bien prendre conscience que c'est une reproduction effectivement de ce schéma d'attachement. Quelqu'un qui n'est pas en confiance, et même un enfant, on le voit, hein, qui n'est pas en confiance avec un adulte, eh ben, il va s'empêcher comme ça de pouvoir faire sortir ses émotions. Et c'est qu'une fois qu'il arrivera à la maison, avec sa figure d'attachement ou ses figures d'attachement, qui pourra libérer ses émotions. Avec sa sœur, bien sûr. Bah, c'est comme les tout petits, Oui. hein, qui vont se contenir à l'école et qui explosent à la maison. C'est la même chose pour les ados. Il y en a qui se contiennent beaucoup et qui explosent à la maison parce qu'ils se Tout à ça fait. sort, mais ça sort là où ils peuvent. On a 12 minutes pour parler des écrans. Alors, je m'explique. Je m'explique. C'est un sujet d'opposition, enfin un sujet de conflit. J'ai beaucoup de questions sur le sujet. Je pense que toi aussi. Euh, J'aimerais savoir, par rapport à Manon déjà, si elle veut bien prendre la parole sur le sujet. Est-ce qu'elle utilise des écrans? Comment cela lui a été présenté? Est-ce qu'il y a des règles, etc., etc. Alors, pour ma part, j'ai eu des parents que quand ils étaient jeunes, bah ils n'ont pas eu de règles. En fait, ils en ont pas eu du tout et donc ils n'avaient pas de limites. Donc pour moi, ils ont fait de grosses limites. Donc ils ont fixé des règles en fait à la maison. Et donc notamment par rapport à mon téléphone, j'ai que 1h30 de temps d'écran. Donc dans la journée, j'ai que 1 heure. Mon temps d'écran se coupe à 19h et il reprend à 8h du matin quand je vais en cours pour ça. Et donc ils ont fixé un contrôle parental, ils peuvent le contrôler à distance et tout. Et alors pour moi ça m'embête fortement parce que du coup je peux pas parler qui je veux, enfin voilà, je peux pas le nier parce que enfin moi ça m'embête forcément. Enfin et puis en plus j'ai envie de casser les règles, d'aller au-delà, donc forcément j'aime bien tout ce qui touche à ce genre de choses. On est entre nous. Tu y arrives des fois Alors, en fait, mon téléphone se coupe automatiquement, mais Ah c'est mince. vrai qu'il y a des fois où, par exemple, pendant les vacances, des fois, mon temps d'écran se coupe, mais enfin, c'est pas mes parents qui l'enlèvent, c'est juste comme ça. Et à la fin des vacances, ils se disent, pourquoi il y a 6 heures de temps d'écran sur ton téléphone? Et pour le coup, je suis en mode, j'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai pas pris, enfin, mais c'est vrai que du coup, pour moi, du coup, ça m'embête. Je peux pas parler tout le temps avec mes amis. Enfin, Oui. je leur dis, des fois, elles font des conversations la nuit en fait. Et je comprends pas. La nuit, c'est fait pour dormir, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et Mais tu te des sens fois, frustré? Tu te sens frustré de pas être dans ce groupe qui échange la nuit notamment? bah en fait, je suis dans le groupe. Du coup, le matin, je me fais agresser par des notifications. Des fois, ça 1 heure du matin, je suis en mode, mais vous dormez la nuit? Hein, dormir? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Elles me disent. D'accord, Et, d'accord. parce qu'elles ont moins de limites que moi, mais c'est parce que ils ont décidé de me mettre une limite de temps parce que j'abusais. Et du coup, je comprends parfaitement. J'abusais du temps d'écran, des fois je le faisais à la nuit, je comprends. Mais c'est vrai que du coup, c'est frustrant de se dire que je peux pas répondre aux messages de mes Oui. amis, je peux pas leur envoyer le message quand j'ai fait 1 heure de temps d'écran, 1h30, pardon. Et enfin voilà. Mais après, ils m'ont dit que peut-être qu'ils allaient l'enlever euh, si je suis plus raisonnable. Donc voilà. D'accord. Et raisonnable, est-ce que tu... Alors, la raison, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la partie du cerveau qui peut être un peu déficiente hein, au niveau de l'adolescence. Et en plus, les écrans ont un effet sur toi, et tu as dû le ressentir, c'est un effet un peu addictif, Oui. parce qu'il y a beaucoup de notifications, etc. Donc, c'est compliqué de se dire, je m'arrête, en fait. C'est ça. Si tu étais à la place de tes parents et que tu te parlais à toi-même, donc, qu'est-ce que tu te dirais pour justement ces écrans? Quel serait ton message? Comment tu procéderais d'ailleurs pour fixer des règles ou Pour fixer des règles. Je dirais, en plus, j'y ai déjà réfléchi en fait. Pour moi, si je devais me parler à moi-même, je sais que je connais mes limites et je sais que je dois pas enfreindre ces limites.
1h30, je trouve ça court. D'autant plus, en plus, que ça se coupe à 19h. Moi, je rentre dans les alentours de 17h. Le temps de faire mes devoirs, finalement, j'ai pas de pause. Donc, c'est très, en fait, j'ai très peu de temps pour moi. Donc, je sais que je me dirais juste que le matin, je fais pas d'écran. Enfin, j'en fais pas trop parce que, enfin, du coup, je suis fatiguée, je viens me réveiller, et donc c'est pas très très bon pour moi, ma santé, et puis même pour le réveil. Après, pour le soir, si j'abuse pas trop, je dirais que je finis dans les alentours à peu près quand je vais me coucher, en fait. J'ai trop un petit temps où je dirais parce que moi je me couche dans les alentours. Je suis dans mon lit à 21h et je me couche dans les alentours de 22h. Donc je dirais j'ai le droit à mon téléphone jusqu'à 21h30 et après en fait on descend en bas et comme ça j'ai pas accès. Comme ça du coup je n'y touche pas de la nuit. Ouais. Comme ça j'ai pas l'influence des écrans parce qu'en plus du coup ça me fait mal finalement à la tête et le matin après je suis fatiguée. Puis en plus c'est pas bon la lumière bleue, ça je le sais parce que ma mère me le répète tout le temps, tous les jours, tout le temps. Elle me dit non, c'est pas bien la lumière bleue pour toi, surtout allume la lumière quand tu es sur ton téléphone. Bon, je suis d'accord. Mais après je me fixerai mes propres règles, je me fixerai une limite de temps d'écran, moi aussi je pense, D'accord. avec un code certes, mais avec une certaine limite. Tu veux Je pense. dire que tu es capable de prendre justement ces dispositions parce que tu te connais, parce que tu sais qu'à un moment, tu as mal à la tête, etc. Et que tu serais capable d'avoir des règles et d'adopter des règles et de les suivre et que même tu te sentirais bien si c'était le cas, c'est-à-dire si c'est toi qui avais la responsabilité de ceci. Oui, mais je sais que mes parents me laisseront pas. Ils me Ils vont font pas peut-être assez écouter ce confiance. live, hein, tu le sais. En fait ce que tu évoques là et Sophie va peut-être confirmer. Donc merci beaucoup. Hein, c'est vrai que les écrans c'est un sujet particulier. C'est la responsabilisation, c'est ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Si c'est toi qui fais partie de la solution, donc c'est toi qui proposes des choses, eh ben tu vas être plus à même de suivre ce que tu proposes, C'est ça. plutôt qu'on te l'impose justement. Sachant Ça peut être que intéressant. sachant que tu connais les dangers puisque tu as les informations, donc tu es capable de réfléchir et tu aimerais avoir cette considération et cette preuve de confiance finalement par rapport à l'utilisation des écrans de la part de tes parents. D'accord. Oui, mais après, j'ai brisé la règle plusieurs fois, trop de fois même. Et donc, je sais qu'ils me feront pas confiance tout de suite, reconfiance en tout cas par rapport à ça tout de suite. Ils me font Oui, mais confiance sur plein de choses. est-ce que tu as brisé la règle? Est-ce que tu as dépassé la règle? Parce que justement, les interdits, c'est tentant, justement, de dépasser les interdits. D'accord. Oui, oui, Donc finalement, on en revient à la même solution, quoi. C'est-à-dire que si c'est toi qui proposes, tu seras plus à même de suivre ce que tu proposes. c'est ça. Bon, C'est ça. d'accord. Merci beaucoup. De rien. Merci Manon. Et c'est super intéressant ça, effectivement, d'établir la règle avec l'ado, enfin de réfléchir ensemble à une règle qui puisse convenir, et d'expérimenter, de se dire pendant une semaine on essaye, on voit ce que ça donne. Pourquoi Puis pas? répondre aux besoins, parce que là, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, elle a besoin d'échanger avec ses amis à certains moments, et ça ne correspond pas avec justement les règles qui sont imposées, puisqu'il y a un contrôle parental également. Alors moi, je suis contre le contrôle parental. Je pense qu'on peut passer sur de la responsabilisation justement, et le contrôle parental enlève cette responsabilité. Donc, parce qu'en fait, c'est comme si on fixait des règles et que tout s'arrêtait, alors que ça correspond pas forcément effectivement aux besoins du moment. Je pense que c'est mieux qu'on se responsabilise, et notamment à son âge. C'est d'autant mieux de commencer à se responsabiliser parce qu'à un moment, étant adulte, il y aura plus ce contrôle parental. Et ça, c'est dans combien? Dans 3 ans? C'est dans 3 ans. C'est ça. Ouais. Donc, quand on réfléchit comme ça, on se dit bon, ah oui, en effet, quoi, le contrôle parental, bientôt c'est terminé. Donc, Et c'est pour ça que c'est pas évident, effectivement, d'en discuter pour voir, ok, là tu disais, j'ai enfreint la règle plusieurs fois, alors du coup ils me font pas ouais. confiance, et du coup de se dire, alors quelle nouvelle règle on pourrait mettre en place qui pourrait convenir aux deux en fait. Et c'est vrai que plus on va proposer, mais ça c'est valable pour n'importe quelle configuration d'ailleurs, hein, les adultes entre eux également, plus on collabore finalement, hein, plus on est pris en compte dans une décision, plus on a tendance à la suivre.
plutôt que si on nous impose une décision. Ça, C'est on ça. est tous comme ça, hein. Il y a un effet de réactance quand on nous impose quelque chose, C'est ça. euh, qui fait qu'on va avoir tendance à enfreindre la règle, et encore plus chez les adultes. Oui. Donc c'est voilà, effectivement autant que possible. Encore une fois, on fait comme on peut, mais de pouvoir discuter la règle, faire évoluer aussi la règle en fonction de ce qui est possible. En fait, hein. Ça dépend aussi de C'est la ça. configuration familiale, ça dépend de tout un tas de choses. Et de regarder du côté des besoins. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à 19 Oui. heures. Que ça se discute, alors que bon là c'est un exemple parmi d'autres, mais des fois ce qui est important pour l'adulte est différent de ce qui est important pour l'ado. Enfin voilà, de discuter aussi Oui. de ça. Surtout l'adolescent, hein, parce que en fait, ils ont besoin d'être intégrés socialement, de se sentir intégrés, d'être connectés à leur groupe. Donc c'est précieux pour eux. C'est un vrai besoin qui peut être hyper frustrant s'il n'est pas satisfait. En plus, on sort de 2 ans de Covid, qui a pu aussi laisser des traces en termes d'habitude par rapport aux écrans, et ça, il faut le prendre en compte aussi. Il y a peut-être aussi une peur du manque à un moment, c'est-à-dire que je sais pas si je sais pas ce que tu en penses. Il peut y avoir une idée de se dire à un moment, ça pourrait arriver de nouveau ce truc-là. Donc voilà, je préfère en fait communiquer et peut-être plus que d'habitude, plutôt que d'attendre qu'il y ait comme ça ce genre de problématique qui se présente. Donc il peut y avoir ça. On en parle trop peu, mais il faudrait peut-être consacrer un live à ça, hein. Moi, j'ai beaucoup de conséquences de ces 2 ans-là de Covid. Les ados notamment. Oui, tout à fait. Et chez les adultes également, hein, d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir prendre en compte ceci. En tout cas, on en revient à cette responsabilisation, aux émotions ressenties. Et il y a aussi une information à prendre en compte, c'est que par rapport aux écrans, c'est pour ça qu'on parlait d'empathie. Je lisais une étude comme quoi l'empathie diminuait en fonction de l'exposition aux écrans, et le fait de se retrouver, par exemple, sur les réseaux sociaux, etc., faisait baisser l'empathie qu'on pouvait ressentir, comme s'il y avait une sorte de distance par rapport justement à ce qu'on faisait. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'hésitent pas à harceler en ligne, parce qu'en fait, ils sont pas capables de pouvoir activer cette empathie via des écrans interposés. Donc là aussi, il y a peut-être un danger aussi par rapport à ça, d'où l'intérêt d'équilibrer et de se demander de manière consciente, qu'est-ce qui se passe en termes émotionnels quand j'échange via des écrans. Ça aussi, c'est intéressant de se poser cette question. Et éviter de réagir aussi. Donc ça fait partie de l'approche qu'on peut avoir pour les adultes et pour les adolescents, du coup. Complètement. Alors, je n'ai pas la connaissance de cette étude, je veux bien que tu me la transfères. Oui. C'est Serge Tisseron qui fait allusion à ça dans un de ses livres, justement. Mais quoi qu'il en soit, plus on va être confronté à surtout, ça dépend ce qu'on regarde, en fait. C'est surtout ça, moi, ce que je disais à une étude il y a pas longtemps là-dessus, c'est surtout ce qui est regardé qui vient jouer sur l'empathie, mais bon, à voir. Si on regarde des choses qui sont émotionnellement très fortes tout le temps, forcément on s'anesthésie au bout d'un moment parce qu'on s'habitue à ne plus ressentir tellement c'est douloureux ou pénible et du coup oui ça vraiment on le voit beaucoup ça ça c'est valable chez les adultes aussi hein, qui regardent beaucoup les infos. Oui. Ça diminue complètement l'empathie, c'est-à-dire qu'on va leur montrer quelqu'un qui souffre, et ben ils vont l'empathie sera moins active. La zone cérébrale sera moins activée. Parce qu'ils ont été habitués à la désactiver, parce que sinon c'est insoutenable de regarder les infos. Et donc c'est la même chose pour les réseaux, tout dépend de ce qu'on va regarder en fait. Et effectivement, quand on s'habitue à regarder des vidéos, que ce soit sur TikTok, sur n'importe quel réseau social finalement, hein, de choses dramatiques, difficiles, et ben l'anesthésie se opère, et du coup oui il y a aussi l'écran qui fait qu'on peut balancer ce qu'on veut à l'autre sans impact finalement et par rapport au chat en particulier, il manque plein d'éléments en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas la tonalité, on n'a pas les signaux justement qui vont nous permettre de savoir ce que l'autre ressent quand il écrit ça, ou ce qu'il va ressentir quand il lit un message, et donc ceci ça nous finalement ça nous prive un peu du développement de cette empathie, je trouve, hein, en tout cas, et c'est un peu. Je vais rentrer un peu plus dans le détail plus tard, puisque je suis en plein dans cette lecture-là. Mais je trouvais intéressant de pouvoir se dire, attention, il est bon de mettre aussi de l'empathie dans nos échanges par chat ou autre, quoi. Bien sûr, et surtout quand on regarde les commentaires, alors surtout sur les vidéos très très émotionnelles, pour le coup, les commentaires, c'est très binaire souvent. Hein. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, et une espèce de bagarre entre les deux. Il y a aucune nuance. Et souvent, moi, ce que j'observe chez mes patients, c'est que quand ils vont mieux,
ils arrêtent de commenter. Mais c'est intéressant, je trouve. Donc généralement, ceux qui commentent beaucoup, c'est aussi ceux qui soit ça vient réveiller quelque chose, un ancien trauma, ça fait tellement écho à quelque chose que c'est insupportable à lire. Du coup, hop, ils vont commenter, ils vont et c'est tout un tas de personnes qui voilà pour qui ça vient appuyer sur quelque chose et Mhm. se retrouvent avec des commentaires, mais c'est là aussi en termes de ce que ça peut venir faire d'un point de vue émotionnel, c'est pas normal de pouvoir lire des commentaires aussi binaires sans que ça fasse quelque chose en fait. Oui. Euh, donc attention à nous, attention. J'en parle dans mon livre de la contagion émotionnelle. Tu peux nous le montrer, On ton livre d'ailleurs, et on va finir avec ça est- dans les 5 minutes qui nous restent. On va vous présenter quelques livres justement qui sont à destination des adolescents directement. C'est pour les ados effectivement, et j'en parle à la fin parce que je parle de la contagion émotionnelle et de la contagion émotionnelle, de se prémunir, de faire attention à ce qu'on regarde en fait. Oui. C'est-à-dire que si on regarde des trucs positifs, ça va nous impacter positivement. Si on regarde Oui. des choses négatives en permanence, il va y avoir une certaine contagion émotionnelle, on va se sentir moins bien. Tout à fait. Donc, Et pour les parents, justement, c'est important de le savoir parce que parfois, les adolescents n'ont pas vécu une expérience directe, mais ils ont pu vivre une expérience via l'exposition à des images, à des sons sur les médias sociaux. Et c'est pour ça que c'est important de rester à l'écoute de ce qu'ils peuvent ressentir. Si on voit un changement de comportement chez eux, ou encore un mutisme, ou quoi que ce soit, leur poser la question, et peut-être même discuter régulièrement de ce qui se passe sur les écrans. Qu'est-ce que tu aimes regarder? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a pu te choquer, etc., etc. C'est important aussi d'être concerné là-dessus. Bah là aussi, c'est de l'éducation vraiment, parce que de laisser les ados sur les écrans comme ça, moi je trouve ça un peu, faut les aider quoi. Là aussi, ils ont besoin de nous, de les aider, et puis d'en parler. De leur dire, alors, qu'est-ce qui t'intéresse, ce que tu regardes, explique-moi, sans être intrusif, en laissant évidemment de l'intimité, mais si on y va en frontal en disant à l'ado, tu t'abrutis encore là-devant, ça, forcément il va pas avoir il va pas nous en parler. Si on y va avec ce que je conseille souvent aux parents, c'est d'y aller avec curiosité, leur dire mais alors explique-moi ce qui t'intéresse autant là-dedans. Et là généralement l'ado est tout content. Enfin, ça fait du bien. Enfin, moi je sais que quand on vient me demander pourquoi je m'intéresse à telle ou telle chose, ça me fait du bien. Et on en est tous là. Donc si on vient me voir en me disant mais pourquoi tu regardes ce truc-là, tu t'abrutis encore là-dedans. Forcément je vais mal le prendre. Et si on se met j'invite chacun vraiment à changer d'angle, à se mettre un peu dans la peau de ce que ça peut faire vivre quand on dit ça ou ça. Oui. Si on veut que quelqu'un nous parle, si on veut que nos ados nous parlent de ce qu'ils regardent et qu'ils interagissent avec nous, alors il faut aussi pouvoir y aller avec curiosité, empathie et bienveillance en fait, et sans être dans le jugement, sans être dans le jugement. Manon, à quel âge? Manon, à quel âge? Oui. 15 ans. Manon a 15 ans. On l'a dit, on le répète, et je trouve que c'est un âge un peu charnière justement entre l'enfance et limite voilà la préadolescence, l'adolescence, etc. Donc c'est vrai que je réponds maintenant parce qu'on a eu plusieurs fois cette question. Alors je rappelle donc ton livre. Tu peux nous rappeler son nom parce que je crois qu'on le voit à l'envers. Voilà, je fais de mes émotions une force aux éditions Magenta, qui consacre voilà. Il y a un autre livre, Les écrans je gère, pour les ados aussi dans cette collection-là, qui peut être très intéressant pour les ados. Merci justement. Pour ma liste d'achat, je note. On leur explique justement comment faire avec les écrans, qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qui est pas bon pour eux. C'est pas moralisateur, c'est vraiment bien fait. Oui. Donc ce livre-là est vraiment très intéressant. Voilà. Et ça marche pas sur batterie, donc on peut effectivement le lire tant qu'on veut. Et même après 19h, ça marche. C'est ça. C'est ça. Je souhaitais aussi parler de celui-ci. Alors, je l'ai pas encore lu, mais tu m'en as dit du bien. Donc, c'est pas moi, c'est mon cerveau. Pour expliquer donc le fonctionnement de leur cerveau aux adolescents, et on parle là de psychoéducation. C'est important de savoir ce qui se passe dans le cerveau pour pouvoir justement apprendre à réguler ses émotions et puis à comprendre beaucoup de choses aussi, j'imagine, sur l'apprentissage, etc. Complètement. Et puis c'est intéressant d'apprendre à se connaître, de comprendre notre propre fonctionnement, comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Moi, je trouve ça vraiment passionnant. Et plus on comprend comment on fonctionne, plus on a les rênes aussi de notre vie, de nos actions. Il y a ce livre-là aussi que j'aime bien, c'est Stop au stress, toujours dans la collection Sans tabou des éditions Magenta, qui est très bien fait, de Gilles Payet,
qui donne plein de trucs et astuces très. Alors c'est pour le coup, il est très pratico-pratique avec tout un tas d'astuces pour être moins en stress. Et ça, les ados aiment bien. Hein. Oui. C'est une valeur sûre aussi. On va vous préparer un petit visuel avec les couvertures, comme ça on les mettra en collab, vous les retrouverez sur nos 2 comptes, sur ces livres dont on vient de vous parler. Le live va toucher à sa fin, donc il nous reste à remercier chaleureusement Manon. Merci beaucoup d'avoir contribué. Tu as rendu ce live très très riche. Merci infiniment pour ta participation. Bah merci. Moi j'ai été très heureuse d'avoir pu participer. Et puis ça m'a appris du coup beaucoup. Parce que même pour mon stage, du coup, c'est enrichissant de savoir ce que tu fais du coup, Sophie. Et du coup, je vais pouvoir bien en parler. Et même autour de moi, en fait, pour mes amis, ça va être les discussions vont être profondes. Merci à toi de jouer ce rôle-là également pour de notre transmission justement. Merci. Merci beaucoup. Pas de rien, c'est un plaisir. Parfait. Merci, à bientôt. Sophie, merci à toi. Également. Avec grand plaisir. J'espère que tu en parleras à tes collègues psychologues également, que ce live est intéressant, etc. Donc, ici, on transmet. Hein, donc, Bon. De transmettre aussi autour de tous ces sujets. Exactement. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous écoutent et à toutes vos questions et votre intérêt. Et moi, je suis toujours vraiment très émue quand je vois tous ces parents qui essayent de trouver, de comprendre, de trouver comment faire. On peut pas être, je le dis souvent, on peut pas être parfait en tant que parent, c'est pas possible. Il s'agit de faire du mieux qu'on peut avec notre fatigue, avec les contraintes qu'on a, avec et donc il s'agit pas d'essayer d'être parfait, mais je trouve ça génial de tout simplement essayer de mieux comprendre comment on peut faire, comment on peut améliorer les choses et prendre soin du lien. Donc vraiment merci à tous aussi pour l'intérêt que vous avez pour vous et vos enfants. Exactement. Merci à toutes et tous. À très bientôt pour un nouveau live. N'hésitez pas à laisser vos questions en dessous de le replay, donc on va poster dans la foulée. Et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt. Bye bye. Au revoir.